Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Aujourd'hui, émission spéciale retour sur l'actu, mais avant de commencer, pensez bien, chers auditeurs, à vous rendre sur soutenir.rc.fr ou à nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Revenons-en à nos moutons, tout de suite, comme je l'ai dit, une émission spéciale retour sur l'actu, l'UPR, la bouée de sauvetage de la France. Pour en parler, nous recevons quelqu'un qui se fait trop absent au micro de Radio Courtoisie en général et au micro, j'allais dire, du RC Mag en particulier. L'excellent François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, UPR, haut fonctionnaire et homme politique français, ancien élève de l'ENA et de HEC. Bonjour François Asselineau. Bonjour et merci de m'inviter, vous me comblez d'éloges, j'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Je n'en doute pas, les auditeurs de Radio Courtoisie n'en douteront pas non plus, et j'espère que c'est le début d'une longue collaboration où vous viendrez régulièrement chez moi si le cœur vous en dit, et si vous en avez le temps, surtout parce que vous êtes toujours très pris en tant que président de l'UPR. Alors, commençons tout de suite, cher François Asselineau, pour essayer de répondre à cette question épineuse. L'UPR est-elle la bouée de sauvetage de la France? J'aimerais commencer par la question migratoire qui reste brûlante en France. Quelle est votre position? Quelle est la position de l'UPR sur la politique d'immigration actuelle? Et comment articuleriez-vous une politique souveraine hors des cadres européens? Alors, merci d'abord de m'inviter. Vous avez raison, la question migratoire est certainement une des questions les plus importantes qui taraudent la société française. Avant de répondre à votre question, je ferai simplement une petite remarque. Ça n'est pas la seule. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus graves, à mon avis encore. C'est la question, en ce moment, de la guerre et de la paix. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est le projet plus ou moins chafouin, subreptice, qui est actuellement, on voit bien, dans la tête des élites européistes et de Macron, qui serait de céder notre siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, et de céder ou d'ouvrir notre force nucléaire à l'ensemble des pays de l'Europe, etc. Alors tout ça est présenté de façon... comment dirais-je, on minimise les conséquences. Moi, ce que je sais, c'est que la construction européenne, à chaque fois qu'on a fait des ouvertures comme ça s'est toujours terminé au bénéfice de l'Allemagne et contre la France. Voilà. Airbus, c'était la France qui dirigeait tout, maintenant c'est l'Allemagne qui dirige tout. L'énergie, la politique de l'énergie, maintenant c'est l'Allemagne qui a pris le pas, etc. Alors, pour répondre à votre question, parce que c'était effectivement, la question migratoire est effectivement très importante, il y a quelque chose que je voudrais dire en préambule, c'est que la France ne peut pas avoir de politique migratoire. En fait, on agite des chiffons devant l'opinion publique, mais la réalité, c'est que toutes les grandes données stratégiques en la matière sont déjà décidées ailleurs et par d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis le traité d'Amsterdam de 1989, je crois, excusez-moi, 1999, depuis le traité d'Amsterdam, la politique migratoire a été transférée à l'Union européenne. Alors ça, c'est très important parce que les responsables politiques français, à commencer par M. Zemmour, Mme Le Pen, Mme Knafoe, Mme Maréchal, M. Bardella, qui sont en pointe sur les questions migratoires, si l'on peut dire, ils cachent ça, ils ne le disent pas. Ils font comme si la politique française, comme si les dirigeants français pouvaient absolument dire et faire ce qu'ils voulaient. Or non. Depuis 1999, depuis le traité d'Amsterdam, la politique migratoire a été transférée à l'Union européenne. Alors ça a des conséquences tout à fait considérables. Par exemple, le regroupement familial. Le regroupement familial qui a été à l'origine d'un flux considérable de personnes venues en France, a été décidé par Giscard dans les années 75, 76, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une politique qui a été imposée par l'Union européenne. Donc, de telle sorte que si on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer le regroupement familial, sauf à ce que, et là j'ai eu un débat chez Tocsin, chez vos collègues de chez Tocsin avec M. Gentillet, il y a quelque temps de cela, sauf si le Rassemblement national prétend vouloir mettre dans la Constitution française des dispositifs qui s'imposeraient ensuite aux traités européens. Mais enfin, c'est quelque chose d'assez chinois, puisque le Rassemblement national, c'est pas les seuls, d'ailleurs, si M. Zemmour dit la même chose, prétendent qu'on fera prévaloir la Constitution française sur les traités,
Mais la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne l'entend pas de cette oreille. Pour eux, c'est impossible. Et si on creuse le sujet, on s'aperçoit que la proposition faite par le RN et par Zemmour ne tient pas la route, ne serait-ce que parce que M. Sarkozy a introduit dans la Constitution française, article 88 et suivant, a fait introduire le principe que la France appartient à la construction européenne. Donc, dans la mesure où c'est inscrit dans notre Constitution, il faut bien respecter les règles de quelque chose à laquelle on appartient constitutionnellement. Alors, pour en revenir, j'ai parlé de la question du regroupement familial, mais de façon générale, tout ce qui concerne les migrants légaux, les migrants illégaux, etc., tout ça, c'est pas la France qui en décide. Hein. C'est la Commission européenne, elle l'a dit et redit. Elle a une politique qui est actuellement de faire entrer sur le territoire de l'Union européenne environ 4 millions de nouveaux migrants légaux par an. Voilà. Et il faut savoir que par l'intermédiaire de l'espace Schengen, ces migrants peuvent ensuite circuler dans l'Union européenne. Vous voyez, il y a tout un débat là qui agite la scène politique française depuis des mois sur la question algérienne, sur les accords de 1968, etc., etc. Mais enfin, c'est quelque chose d'un peu lunaire, parce qu'il suffit que des Algériens, par exemple, demandent à avoir un visa d'entrée en Italie ou en Grèce, et puis après, ils entrent en France, puisque je rappelle, malheureusement, les gens ne le savent pas, mais d'après le traité de Maastricht, c'est l'article 67, je crois, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne veille à l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Moi, j'avoue qu'avant de lire ça, je n'avais jamais vu dans ma vie... je m'intéresse quand même au droit international, aux traités internationaux, mais veiller à l'absence de contrôle, c'est quand même incroyable, à l'intérieur de l'espace Schengen. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'écoutent, moi, je sais, quand j'étais enfant, quand j'étais dans les années 70, mes parents, on était allés en Italie ou en Espagne en voiture, on présentait des passeports au passage à Vintimille ou bien à Hendaye avant d'entrer sur le territoire italien ou sur le territoire espagnol. Maintenant, si vous passez là, il n'y a plus rien. Tout a été retiré. Il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a rien. C'est une obligation légale. Et par un traité international, on n'a pas à faire de contrôle aux frontières. Alors, c'est pour ça que moi, ces questions migratoires, si vous voulez, je suis assez scandalisé par les propositions de Mme Le Pen ou de M. Zemmour et puis de leurs collaborateurs, parce qu'ils racontent aux Français des carabistouilles. Mais pourtant, certains pays se sont affranchis provisoirement des traités de Schengen, de libre circulation. Donc si. Mais lesquels voulez-vous? Parce que, par exemple, on nous dit beaucoup Mme Mélanie. J'ai vu que tout le monde s'est félicité que Mme Mélanie était arrivé quelque chose. Alors, il faut vraiment entrer dans le détail. Mme Mélanie, elle a fait la chasse aux migrants clandestins. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, on a appris que le nombre de migrants clandestins entrant en Italie avait chuté de 65%, les 2/3. Bon. Alors aussitôt, j'ai vu effectivement Madame Maréchal, Monsieur, je sais plus quoi, Bardella, même Monsieur Dupont-Aignan, tout le monde s'est félicité, a trouvé que c'était formidable, etc. Mais quand on entre dans le détail, vous savez, les Allemands, ils disent « Der Teufel liegt im Detail ». Le diable réside dans les détails. Quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'en effet, le nombre de migrants clandestins a chuté des 2/3, mais le nombre de migrants légaux a augmenté plus vite. C'est-à-dire qu'elle a légalisé des clandestins. C'est-à-dire que, au bout du compte, le bilan migratoire de Mme Mélanie, il y a plus de migrants qui sont entrés en Italie que du temps de son prédécesseur. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque ? Sachant que, par ailleurs, les migrants clandestins, ils ne sont pas tous légalisés. Il y en a beaucoup qui sont refoulés. Et eux, ils font quoi ? Ils passent par l'Espagne, où il y a eu une augmentation considérable des flux de migrants clandestins vers l'Espagne. Et comme je le disais à l'instant même avec l'espace Schengen, ces migrants clandestins, et après, ils peuvent passer en France ou en Italie. Donc la solution, ce serait le Frexit ? La solution, c'est quand même pas très compliqué. Il faut que la France dispose de son droit inaliénable, comme tous les pays du monde, à contrôler ses frontières, notamment contrôler les gens qui entrent et qui sortent. Bon, ça veut donc dire qu'il faut rétablir des frontières terrestres vis-à-vis de nos partenaires. Alors il y a des gens qui vont s'horrifier en disant mais vous comprenez les travailleurs transfrontaliers, etc. Oui, je comprends bien les travailleurs transfrontaliers, mais enfin d'une part il y a des dispositifs maintenant techniques qui permettent par exemple d'avoir
un contrôle, vous savez, optique des plaques d'immatriculation et du nombre de personnes à l'intérieur des voitures. Donc on peut trouver maintenant des procédures comme ça. D'autre part, quand il y a un contrôle aux frontières, c'est pas toujours, si vous voulez, c'est pas le franchissement du mur de Berlin. Je citais tout à l'heure, quand j'étais enfant, dans les années 70, quand avec mes parents on allait en vacances en Italie, je me rappelle très bien qu'au passage de frontière après Menton et avant Vintimille, de temps en temps, il y avait le douanier qui vérifiait, qui faisait ouvrir le coffre, qui regardait le nombre de personnes qu'il y avait dans la voiture. Et de temps en temps, non. De temps en temps, il laissait passer sans regarder. C'était un peu des contrôles aléatoires. L'important, c'est qu'il y ait déjà un contrôle. Parce qu'il y a par ailleurs des informations. On peut avoir des systèmes d'information, de savoir s'il y a une filière qui est en train de se monter ou autre chose. Mmh. Donc, on peut faciliter quand même la vie quotidienne des gens, même pour les travailleurs transfrontaliers. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut aussi, si vous voulez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Là, il y a un véritable problème dans la société française. Et moi, vous ne trouverez jamais chez moi la moindre trace de racisme, d'antisémitisme, je ne suis pas islamophobe, etc. Certains d'ailleurs me le reprochent. Mais moi, je suis démocrate et je considère que lorsque vous avez 75 à 80% de la population qui considère qu'il y a trop d'immigrés maintenant en France, eh bien, il faut arrêter. Voilà, parce que sinon, c'est en train de déraper. Je permets d'ailleurs aussi, au passage d'ailleurs, de souligner que dans l'UPR que j'ai créé, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, d'origine immigrée, et contrairement à ce que certains peuvent imaginer, il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine, par exemple, depuis 20 ans, 30 ans. Et qui font partie des 80% qui sont contre l'immigration. Absolument, et qui trouvent qu'ils ne comprennent pas le laxisme dont fait preuve la France. C'est d'ailleurs tellement vrai ce que je dis que regardez ce qu'ont fait les Britanniques. Ils avaient mis comme personnel, vous savez, comme ministre de l'Intérieur, des personnes issues de l'immigration qui étaient les premières sévères. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas non plus, si vous voulez, c'est la politique de Monsieur Retailleau qui consiste à faire des moulins, à agiter des moulinets comme ça dans la presse, à attaquer l'Algérie, etc. Moi, je trouve ça moche. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Un État, ça se gère, ce genre de difficultés, ça se gère en silence. Et ça, la meilleure façon de se mettre à dos les Algériens, qui sont un peuple et des dirigeants extrêmement susceptibles, c'est de faire comme ça. Donc moi, je serais à la place de Retailleau. Alors évidemment, ça serait sans doute moins politicard, mais je ne parlerai pas en public. En revanche, je recevrai, avec éventuellement le président de la République et le Premier ministre, je recevrai les dirigeants algériens, on les rencontrerait. Et puis on mettrait les cartes sur table. Moi, il y a quelque chose, par exemple, que j'aimerais qu'on dise aux Algériens, c'est est-ce que eux, ils toléreraient que lorsqu'il y a par exemple, je sais pas, un Nigérien qui commet des crimes en Algérie, qu'il renvoie au Niger, est-ce qu'ils toléreraient que le Niger refuse de les reprendre ? Parce que quand on voit la politique migratoire, il faut toujours, moi j'aime bien être dans le détail. Mais les Algériens, il faut respecter l'Algérie, c'est un grand pays, c'est maintenant le plus grand pays d'Afrique d'ailleurs. C'est un pays avec lequel on a des relations léguées par l'histoire qui sont des relations qui sont à la fois de haine et d'amour, de proximité et de rejet réciproque. C'est pas très raisonnable, il faut essayer de calmer le jeu. Mais moi je pense qu'il faut dire les choses franchement et de dire aux Algériens, vous avez une politique extrêmement sévère vis-à-vis des migrants venus du Mali, du Niger, etc. Donc, expliquez-nous comment vous faites et comment nous on devrait faire. Hein, voilà, il faut faire preuve d'un petit peu de finesse parce que là on a quoi ? On a des gens, on a Monsieur Bayrou qui a dit c'est inacceptable, mais en fait il accepte le truc. C'est pas acceptable que la France ait des assassins, un type qui a été frappé d'une OQTF à 10 reprises et qui n'ait pas pu être repris par son pays d'origine. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que tout ne doit pas forcément... Si on a affaire à la mauvaise volonté d'un pays d'origine, on peut entrer dans une partie de bras de fer, mais je pense qu'il faut que la France, elle ait aussi des mesures coercitives qui s'adressent directement à ceux qui violent ces lois. Par exemple, quelqu'un qui est un OQTF, moi je serais d'avis que, si quelqu'un est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, et puis qu'il ne la respecte pas, qu'on le récupère un mois après, on lui fait une deuxième obligation de sortie, mais on lui dit que c'est la deuxième et dernière fois. Et s'il est de nouveau repris, à ce moment-là, eh bien, on l'envoie dans un camp de travail ou dans un camp de je sais pas quoi. Un bagne ? Vous voulez dire le bagne, par exemple ? Non, mais il faut vraiment... Parce que, vous savez, les choses... Il faut faire preuve d'un acte de fermeté. Regardez ce qu'a fait Donald Trump.
Lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, vous avez vu ce qu'il a fait le lendemain ou le surlendemain qu'il est arrivé à la Maison-Blanche? Il a envoyé la garde nationale, les soldats, le long du Rio Grande. Les nombres de migrants clandestins s'est effondré des 2/3 en 2 jours. Parce que c'est un monde, vous savez, où il y a beaucoup de téléphones arabes, sans mauvais jeu de mots. Les gens se parlent dans le monde de la migration. Les gens, ils savent, tiens, là c'est facile, là c'est pas facile. Donc il y a aussi quelque chose qu'il faut des messages qu'il faut montrer. Voilà. On peut envisager plein de choses avec des migrants clandestins. On peut les envoyer peut-être dans dans des entreprises travaillant à l'étranger dans les pays musulmans. Ils sont les expulser. Je ne sais pas. Alors, il y a certainement des choses à trouver sur ce sujet. Puis il y a aussi quelque chose, et je note, moi je n'ai jamais vu qui que ce soit qui en parle, enfin pas beaucoup en tout cas, M. Retailleau n'en parle pas, c'est qu'en France nous avons toute une série d'associations d'aide aux migrants alors moi je suis de tradition chrétienne, je suis pour la charité chrétienne, quelqu'un qui est dans le besoin, quelle que soit sa couleur de peau, etc., on ne peut pas laisser quelqu'un dans la rue. Malheureusement, il y en a d'ailleurs de plus en plus. C'est affreux. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est une chose. C'en est une autre lorsqu'on a des associations qui sont financées par fonds publics et par le contribuable et qui, là, vont beaucoup plus loin que le rôle de simple charité chrétienne. Ils vont jusqu'à donner des conseils et à payer des avocats pour aider le migrant en question à contourner la loi française en connaissant toutes les astuces. Comprenez, si vous avez un migrant qui arrive du Sri Lanka ou du Bangladesh ou du Mali, et qui parle parfois à peine français, même pas du tout, il ne sait pas comment il faut faire. Vous avez des associations sur fonds publics qui mettent à disposition un avocat pour lui dire « Là, vous avez été frappé d'une OQTF, mais on va faire en sorte que ça ne puisse pas, donc vous allez avoir un avocat. » Et puis, il y a des failles, il y a des trous dans le filet de ça. Et donc, en fait, ces associations sont payées par fonds publics, par le contribuable, pour aider des migrants à contourner la loi. Ah, ça, c'est pas possible. C'est vraiment scandaleux. Donc vous voyez, il y a tout un panel de mesures qui sont à prendre, mais fondamentalement et en première analyse, la première chose, c'est se soustraire à la politique décidée par la Commission européenne avec ses 4 millions de migrants par an supplémentaires dans l'espace Schengen. Très bien. Alors, en quelques mots, à l'approche des prochaines échéances électorales, quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie qui pourraient être tentés par d'autres mouvements que le vôtre ? Alors, c'était extrêmement difficile parce que les gens, quand on parle des élections, les gens souvent ont des idées préconçues et c'est difficile de faire changer lorsque, par exemple, des gens ont voté depuis toute éternité dans leur famille ou eux-mêmes pour un parti politique, ils ont tendance à toujours voter pour le même. Moi, je vois dans Paris ou dans un certain nombre d'endroits, maintenant je suis de plus en plus reconnu dans la rue. Il y a aussi beaucoup de Français qui ne me connaissent pas encore, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui me connaissent. Et toujours, les gens sont très très gentils qui viennent me voir. Il y a des gens dans Paris, « Ah, monsieur Asselineau, est-ce que je peux faire un selfie? Je vous adore, je regarde toutes vos vidéos, c'est vous qui avez raison, etc. etc. » Bon. Et puis, à un moment, dans ce genre de conversation, je repère tout de suite, très très vite, si vous voulez, quelqu'un qui a voté pour moi me le dit très vite. Il me dit, dès les 30 premières secondes, mais d'ailleurs, j'ai voté pour vous. Quelqu'un qui ne me le dit pas, je sais qu'il n'a pas voté pour moi. Donc, il vient me dire que je suis formidable, que je dis des choses très, très bien, mais il n'a pas voté pour moi. Donc, moi, quand ce genre de choses se passe, je fais les photos, etc. Et puis, je dis, mais est-ce que vous avez voté pour moi? Eh bien, bingo. Et les gens me disent non. Et dans une proportion qui est considérable. C'est-à-dire que à peu près sur 10 personnes qui viennent me voir, il y en a à peu près 8 à 9 qui n'ont pas voté pour moi. C'est énorme. Alors je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi? Et résultat, ah mais non, moi j'ai toujours voté à gauche, donc j'ai voté pour les européennes, j'ai voté pour Manon Aubry. Ah ben non, moi j'ai voté pour Bardella. Ah non, moi j'ai voté pour Marion Maréchal. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Le vote utile, j'imagine, voilà. C'est ce qu'ils appellent. Ils me disent, c'est pour le vote utile. Alors, soit parce qu'ils ont toujours voté à gauche, ou ils ont toujours voté pour le FN, soit c'est le vote utile. Et je leur dis, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que vous avez fait? Monsieur Bardella, il est surnommé Bardépala, vous savez qu'il n'est jamais là-bas. Par ailleurs, le Rassemblement national
ne veut pas sortir de l'Union européenne. Monsieur Bardella, il est allé banqueter avec Zelensky. Vous savez, le RN est complètement aligné sur le narratif pro-Zelensky, pro-Ukraine. Madame Manon Aubry, pour la gauche, elle a sauté au cou, vous l'avez peut-être vu, d'Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen après sa renomination sans aucune... Enfin, c'est incroyable. Et donc je leur dis, le résultat concret de votre vote, c'est que vous n'avez pas... Il n'y a aucun député français qui puisse porter la parole du Frexit. Et ça, c'est vraiment très, très, très grave. C'est que, à force de voter toujours de la même façon, il se produit toujours les mêmes résultats. Hein. C'est Rita Mae Brown, qui est une essayiste américaine, qui a dit cette phrase qui est parfois citée, attribuée à Einstein, mais ce n'est pas de lui, c'est d'elle, qui a dit la folie consiste à faire encore et encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. C'est-à-dire que je m'adresse ici à toutes les personnes qui se disent « Ah ben, je vais voter pour un tel ou un tel, Madame Le Pen, ou Monsieur Zemmour, ou bon... » Mais il se produira en 2027 la même chose. C'est-à-dire que, je suis désolé, la famille Le Pen, ça doit être la 9e fois qu'on va avoir un candidat de la famille Le Pen et il se passera la même chose. Je rappelle que les résultats à l'élection présidentielle de 2022, Madame Le Pen avait certes progressé, mais il y avait encore plus de 5 millions de voix favorables à Macron contre Madame Le Pen. Alors, justement, pour bien convaincre les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne l'auraient pas été encore au terme de cet entretien, si vous deviez citer une priorité absolue pour la France en 2025, quelle serait-elle ? Il y en a tellement de priorités, si vous voulez. Il y a tellement de priorités. J'hésite à vous le dire parce que je pense que il y a des sujets immensément urgents à prendre tout de suite. Il faut rétablir les contrôles aux frontières, arrêter avec la politique migratoire. 2, ça c'est quelque chose qui me préoccupe, même si ça ne préoccupe pas forcément le grand public, c'est que Macron, qui est en roue libre, Macron risque de brader notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et de brader notre force nucléaire. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est ça ? Oui, c'était déjà le traité d'Aix-la-Chapelle, il allait dans cette direction. Et là, j'insiste, certes, ce ne sont pas des sujets grand public, mais c'est ce qui fait que la France est encore une grande puissance. Et parce que si vous laissiez un jour la France, elle cède son siège au Conseil de sécurité, par exemple, à l'Union européenne, c'est-à-dire au bout du compte à l'Allemagne, parce que l'Allemagne finit toujours par récupérer, ou pareil pour la force nucléaire, ça sera terminé. On ne pourra plus jamais revenir dessus. C'est-à-dire que ce sont des joyaux de notre patrimoine national qui risquent d'être bradés. Donc moi, personnellement, je milite pour ça depuis 2018. Je trouve que tous les opposants à Macron, les vrais, devrait lancer la procédure de destitution. Voilà. Alors je note que le Rassemblement national a encore servi la soupe. Le Rassemblement national, Madame Le Pen et Monsieur Bardella ont empêché la destitution de Macron. Ils ont empêché la censure de Bayrou. Ils ont accepté la nomination de Ferrand au Conseil constitutionnel pendant 9 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans après le départ de Macron, il sera là. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis, les gens qui m'écoutent, puisque vous posiez pour qui ils doivent voter, ils doivent voter non pas en fonction de ce qu'ils ont fait, mais justement, ils doivent se dire, cette fois-ci, je vais changer et je vais voter pour quelqu'un que je sens. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sentent que je suis quelqu'un d'honnête et qui connaît ces dossiers. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine UPR, haut fonctionnaire, homme politique français, ancien élève de l'ENA et de HEC pour cet entretien sur la bouée de sauvetage de la France, à savoir l'UPR. À très bientôt, chers auditeurs, au micro du RC Mag. Cher François Asselineau, à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission, mercredi prochain. Merci.